Bonjour tout le monde, je traite l'exercice 19 de la série 2 destiné aux étudiants de MI et qu'il se trouve qu'il est identique à l'exercice 23 de la série 2 destiné aux étudiants de ST. Alors en utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique ER créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. Pour répondre à cette question, je rappelle le théorème de Gauss. On écrit le flux est égal à l'intégrale de E fois ds et qui est égal à la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss divisé par epsilon 0. Donc voici la sphère qui porte une charge avec une distribution surfacique sigma qui est constante et un rayon grand R. Pour cela, nous allons scinder notre espace en deux régions. Région A, bien région 1, lorsque R est inférieur à R1, grand R1. Et la région 2, c'est lorsque petit r est supérieur à grand R1. Donc je rappelle, le rayon de la sphère, c'est grand R1. Et pour la première région, on commence par représenter une sphère de Gauss à l'intérieur avec un rayon petit r. Et on écrit la relation suivante. Donc phi est égal à l'intégrale de E fois ds et qui est égal à l'intégrale de E fois ds cosinus θ. On sait que E et ds sont parallèles, donc l'angle entre les deux est égal à 0 et cosinus 0 c'est 1. Ça revient à dire que l'intégrale est égale à E fois ds. E sort de l'intégrale, on aura E intégrale de ds. Et l'intégrale de ds, c'est la surface de la sphère de Gauss. Donc phi est égal à E fois la surface de Gauss et qui est égal à la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss divisé par epsilon 0. Sauf que dans le cas où R inférieur à R1, on ne trouve pas de charge à l'intérieur, donc Q interne égale à 0 et E, le champ électrique, est nul dans cette région. Je passe maintenant à la deuxième région. Je commence par représenter une sphère de Gauss avec un rayon petit r et j'écris la même chose. Donc phi est égal à l'intégrale de E ds et qui est égal à Q interne divisé par epsilon 0. Je continue. Ça me donne l'intégrale de E fois ds qui est égal à Q interne divisé par epsilon 0. Je fais sortir E de l'intégrale. Donc E intégrale de ds. Maintenant, on trouve la charge de la sphère. On sait que la distribution surfacique sigma est une constante. Donc on écrit dq, ou bien la charge élémentaire, est égale à sigma fois ds. Pour avoir la charge totale, on fait l'intégration. Donc on intègre les deux. Donc ça me donne la charge totale qui est égale à sigma fois s. Et la surface de cette sphère en bleu est égale à 4pi grand R1 au carré. Donc la charge totale c'est sigma fois 4pi grand R1 au carré. Ça me donne aussi sigma 4pi R1 au carré divisé par epsilon 0. Je développe E fois la surface de Gauss est égal à sigma 4pi R1 au carré, le tout divisé par epsilon 0. Maintenant, la surface de Gauss, on peut l'écrire par 4pi R au carré. Donc, la surface de Gauss avec un rayon de petit r, la surface est 4pi R au carré, est égal à sigma fois 4pi R1 au carré, le tout divisé par epsilon 0. Et je tombe sur la relation finale. E est égal à sigma sur epsilon 0 R1 au carré divisé par petit r
au carré. Je passe maintenant à la deuxième question. Deux sphères S1 et S2, concentriques, creuses, d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2, sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives Q1 et Q2, voir la figure 13. Donc la question c'est établir l'expression du champ électrique ER dans les régions A, c'est lorsque petit r inférieur à R1, et B lorsque R est compris entre R1 et R2, et la dernière région c'est lorsque R est supérieur à R2. Je commence par la première région, donc région A, c'est lorsque R est inférieur à R1. On écrit la relation phi est égal à l'intégrale de E fois ds, et qui est égal à Q interne divisé par epsilon 0. Maintenant, je me pose la question, si je représente une sphère de Gauss à l'intérieur de la sphère S1, est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur de cette sphère? Vraisemblablement non. Donc, la charge à l'intérieur est égale à 0. Donc, sans faire de calcul, le champ électrique est nul. Donc, le champ électrique dans la région A est nul. Je passe à la deuxième région, qui est la région B, et je commence par représenter une sphère de Gauss avec un rayon petit r. Et j'écris phi est égal à l'intégrale de E ds, qui est égal à la charge à l'intérieur de cette sphère de Gauss divisé par epsilon 0. Je développe, ça me donne E fois la sphère de Gauss est égal à la charge à l'intérieur, c'est Q1, donc je vais mettre Q1 divisé par epsilon 0, et à la fin on tombe sur la relation E est égal à Q1 divisé par 4pi epsilon 0 R au carré volts par mètre. Pour la troisième région, c'est de même, donc phi intégrale E fois ds est égal à la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss. Cette fois-ci, je la représente ici, avec un rayon de petit r aussi. Et j'écris E fois la surface de cette sphère de Gauss, et qui est égal à la charge à l'intérieur de cette sphère. On trouve non seulement Q2, mais aussi Q1. Donc la charge totale qu'on trouve à l'intérieur de cette sphère de Gauss, c'est Q2 plus Q1 divisé par epsilon 0. Et on tombe sur la relation de E qui est égale à Q1 plus Q2, le tout divisé par 4pi epsilon 0 R au carré volts par mètre. Et je passe maintenant à la troisième question. On considère que le potentiel électrique est nul à l'infini, c'est-à-dire V de l'infini égale à 0. Donc la question petit a, déterminer les expressions du potentiel électrique dans les régions A et B et C. Puis vient la question B, quelle est la forme des surfaces équipotentielles dans ces régions A et B et C. Et à la fin, une petite question d'application numérique qui nous demande de calculer le potentiel de la sphère S1 si R2 est égal à 2 fois R1 et qui est égal à 20 cm, Q1 est égal à 10 puissance moins 9 coulombs et Q2, désolé ici, c'est Q2 est égal à moins de 10 puissance moins 9 coulombs. Pour répondre à cette question, on commence par écrire l'expression du potentiel électrique et on écrit dV est égal à moins E fois dR. Je prends l'intégrale des deux parties, donc l'intégrale de dV est égale à moins l'intégrale de E fois dR. Pour la première région, donc région A, on a trouvé que le champ électrique était nul. Donc on écrit E égale à 0, ça me donne VA, ou bien le potentiel dans cette région, qui est la région A, est égal à, je remplace E par 0, donc j'intègre quelque chose de nul, ça me donne une constante que je vais l'appeler CA. Maintenant je passe à la région B. On a trouvé que E était de Q1 divisé par 4pi
epsilon 0 r au carré. Le vecteur E est égal à Q1 divisé par 4pi epsilon 0 r au carré multiplié par un vecteur unique UR. Maintenant, j'effectue l'intégrale, donc ça me donne l'intégrale de dv est égal à moins. Je remplace le vecteur E par cette expression, donc je vais écrire Q1 divisé par 4pi epsilon 0 r au carré multiplié par UR, puis je multiplie le tout par dr, et on sait que dr est parallèle à UR, ce qui donne UR fois dr est égal à UR fois le module de dr fois cosinus l'angle entre les deux. Donc l'angle c'est 0 et le cosinus 0 c'est 1. Je peux écrire ici que V est égal à Q1 divisé par 4pi epsilon 0 r au carré intégrale de moins 1 sur r au carré dr. Vous trouvez à la fin, lorsque vous effectuez le calcul de l'intégrale, donc VB ou bien le potentiel dans cette région qui est la région B est égal à Q1 divisé par 4pi epsilon 0 fois 1 sur R plus une constante d'intégration qu'on va l'appeler C2. Donc il ne faut pas oublier les constantes d'intégration. Il me reste la région C. Donc région C. De même, E qu'on avait trouvé, c'est Q1 plus Q2, le tout divisé par 4pi epsilon 0 R au carré multiplié par le vecteur UR. On effectue le même calcul. Vous trouvez VC est égal à Q1 plus Q2, le tout divisé par 4pi epsilon 0 fois 1 sur R. Donc c'est la même expression sauf qu'on a rajouté ici Q2 plus la constante d'intégration C3. Maintenant, sachant que le potentiel lorsque R tend vers l'infini est égal à 0, donc on peut écrire que VC est égal à Q1 plus Q2 divisé par 4pi epsilon 0 1 sur R plus C3. On cherche à trouver la valeur de la constante C3. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire le potentiel dans la région C lorsque R tend vers l'infini. En réalité, ça me donne 0. C'est-à-dire, ici, je remplace le R par l'infini. Et ça me donne 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, cette expression est égale à 0. Donc, je vais écrire VC lorsque R tend vers l'infini est égal à 0 plus C3. Et c'est VC qu'on avait trouvé égal à 0 lorsque R tend vers l'infini. Donc, le taux égal à 0. Donc, la constante C3 est nulle. Et par continuité aussi, on peut écrire que C3 est égal à C2 et qui est égal à 0. Pour déterminer maintenant la constante C1, on utilise la continuité entre R inférieur à R1 et R supérieur à R1. Ici, je reviens à notre schéma. Donc on utilise lorsque R est inférieur à R1, c'est-à-dire cette région, et lorsque R inférieur, donc supérieur à R1 et inférieur à R1. Donc la première, on a trouvé, c'est le potentiel VA, et la deuxième, c'est le potentiel VB. Et on écrit VA lorsque R est égal à R1 est égal à VB lorsque R est égal à R1. C'est-à-dire, à la limite ici, lorsque R est égal à R1, cette limite est partagée par les deux régions, donc la région A et la région B. Et dans cette limite, on peut écrire que le potentiel VA est égal au potentiel de VB, car les deux partagent la même limite. Donc on écrit VA
A de R1 est égal à VB de R1, ce qui me donne C1 est égal à Q1 divisé par 4πy0, 1 sur R1. Et à la fin, je peux tirer que VA est égal à Q1 divisé par 4πy0 divisé par R1. Et je passe à la question B. Quelle est la forme des surfaces équipotentielles dans les régions A et B et C? Donc je commence par la région A. Le potentiel dans cette région est une constante. Donc voilà la région A. Donc toute cette région porte le même potentiel, VA. Donc elle représente une surface équipotentielle d'un disque de rayon R1. Pour la région B, où R, ou bien petit r, qui va de R1 jusqu'à R2, eh bien l'expression du potentiel V dans cette région est donnée par la relation qu'on avait trouvée précédemment. Donc VB est égal à Q1 divisé par 4πy0, 1 sur R. Eh bien, si on fixe une valeur de R, je prends ce rayon et je cherche les points dans lesquels le potentiel est identique au potentiel de ce point ici. Et il se trouve que je vais trouver un contour ou bien une région sphérique où le potentiel est identique ou bien une constante. Dans ce cas, on va avoir des points dans lesquels le potentiel est une constante. Donc il suffit de fixer la valeur de R, ce qui nous dicte un contour fermé comme le montre ce schéma. De même pour le cas lorsque R est supérieur à R2. Donc on aura des surfaces équipotentielles sous forme de contours, comme ça. La dernière question nous demande de calculer le potentiel de la sphère S1. Donc ici, si R2 est égal à 2 fois R1 et avec Q1 10 puissance moins 9 et Q2 est égal à moins 2 10 puissance moins 9 coulombs. Donc c'est une application numérique. Je vais vous laisser le soin de la faire. Et sur ça, nous avons terminé cet exercice. Et merci pour votre attention.